Nous allons donc parler avec nos invités des travaux publics, de l'écologie, les collectivités aux manettes. Sur ce plateau, Gilles Averroux, maire de Châteauroux, qui est avec nous dans l'Indre, en région Centre, président du comité des maires LR. On va discuter évidemment de ce thème avec vous. En face de vous, Zartosht Bakhtiari, maire de Neuilly-sur-Marne, en région parisienne. C'est à 15 km de Paris. On va parler de vos actions dans ce domaine. Juste avant cela, j'aimerais vous proposer un petit sujet sur la renaturation de la ville de Rouen. C'est un reportage de Mohamed Mezrahi. Introduire plus de nature et retirer du béton, c'est toute l'idée derrière les travaux de renaturation à Rouen, avec ce plan intitulé Rouen naturellement. À son échelle, la ville a décidé de montrer l'exemple et de s'engager elle-même pour lutter contre les effets redoutés du réchauffement. Les Rouennais disposent de 32 mètres carrés de verdure par habitant. C'est 3 fois moins qu'à Marseille et bien en dessous de la moyenne nationale qui est de 48 mètres carrés. Si l'on pose la question aux habitants, le constat est le même. En centre-ville, c'est plutôt bétonné, c'est pas très joli et surtout la rive droite et le début de la rive gauche. Et au final, c'est juste vert autour et pas à l'intérieur et c'est bien dommage. Les parcs, on va dire, qui sont plutôt bien, ils commencent à être aménagés, c'est assez joli, mais ce serait bien d'en faire plus. Regardez autour de vous, c'est comme ça depuis des années. Donc on attend que ça change. Je sais que c'est pas évident en ce moment, mais bon, on espère. Il n'y a principalement que du béton. On a pu voir qu'il y a des arbres qui avaient été coupés, etc. Il y a eu pas mal d'élagage, donc plus de béton qu'autre chose. Pour y remédier, la municipalité s'est engagée dans un projet de renaturation. C'était même l'une des promesses de campagne de l'actuel maire Nicolas Mayer-Rossignol. Biologiste de formation, il s'est fixé comme objectif de passer de 17 à 30% d'espace vert. Si vous voulez, quand on réfléchit à la renaturation, ce qui est intéressant, c'est pas de mettre 3 plantes vertes dans un coin ou dans un autre. Ça, c'est pas durable, c'est pas soutenable. Ça peut améliorer l'esthétique, mais c'est pas suffisant. Ce qui est vraiment intéressant, et c'est notre priorité, c'est de travailler avec les citoyens pour qu'à travers la renaturation, on remette de la nature dans la ville, mais aussi on fasse un autre lien entre les citoyens et la ville. Plusieurs actions ont été mises en place depuis 1 an et demi, comme celle d'aménager les places de la ville, laisser la nature en liberté dans les cimetières ou encore revégétaliser les établissements scolaires. L'objectif, recréer un réservoir de biodiversité. Alors, sans aucune prétention, mais moi c'est mon éducation personnelle, je suis agrégé de sciences de la vie et de la terre, et donc dans mon réseau j'ai des collègues, des amis qui sont professeurs d'écologie, de biologie végétale. Je vous dis, on a recruté une écologue. Là, on va mettre un festival de la nature avec des spécialistes, des professeurs au Muséum d'histoire naturelle, par exemple à Paris, qui viennent parler de ce que ça veut dire que la renaturation. Ce n'est pas juste de la végétalisation. Il y a des questions de continuité écologique. On voit bien que les mentalités changent. Ce n'est pas simple, ce n'est pas du tout quelque chose de facile, parce que si vous dites d'un côté, on ne veut pas s'étaler, mais de l'autre côté, tout le monde veut son jardin, c'est pas évident de concilier ces deux impératifs. Mais quand même, on voit qu'il y a une attente citoyenne forte là-dessus. Et le rôle des élus, c'est d'essayer de donner la vision. La vision, c'est la social écologie, c'est ce que je vous disais sur la place de la nature et de l'humain, de rassembler les acteurs pour construire du consensus et puis d'agir. Durant l'été 2021, 5 cours d'école ont été rénovées avec un budget proche de 800 000 € et qui a permis de créer 5 600 mètres carrés d'espace vert supplémentaires. Une expérience qui a été concluante, car pour cette année 2022, la ville de Rouen retente l'expérience et prévoit à nouveau de renaturer pour la 2e année consécutive, cette fois une dizaine de cours d'école pour cet été. Une totale transformation des cours de récréation qui demande une préparation en amont. Est-ce qu'il y a vraiment un besoin de végétalisation? C'est ce qui est demandé souvent? Oui. Alors, la plupart du temps, on recoupe... Julien Goussens est en charge de cette renaturation à Rouen. Il participe à une réunion de préparation avec un cabinet extérieur pour réfléchir aux futurs aménagements de la cour d'école. Un atelier de co-construction avec autour de lui des paysagistes missionnés pour proposer une maquette aux enseignants et à toute l'équipe pédagogique. Dans un second temps, les enseignants choisiront avec les enfants une sorte de cours de récréation sur mesure. Nous bousculons les lignes, nous en sommes conscients. Une cour, depuis 30-40 ans, une cour d'école, c'est un grand plateau d'asphalte et il n'y a rien. Et c'est comme ça qu'on se représente la cour d'école. Mais là, nous avons voulu bouger les lignes, changer le regard et surtout faire entrer la nature dans la cour d'école. Donc il y a des gens qui sont un peu heurtés et il y a des gens qui sont extrêmement contents. Mais j'ai envie de dire surtout
le directeur de l'école Balzac nous le confirmait, les enfants s'éclatent. Et l'objectif est atteint. L'objectif, il est quoi? Que les enfants retrouvent un lien avec la nature. Une renaturation qui se développe de plus en plus sur le territoire, comme ici à Moissy-Cramayel en Ile-de-France, où un arboretum a été planté par une société spécialisée dans la réutilisation des terres. Alors ECT a replanté ici à peu près 15 000 arbres, puisque la renaturation, ça passe évidemment par le reboisement et par la recréation d'espaces boisés. Il y a aussi eu évidemment le souhait de conserver des arbres remarquables existants. La réutilisation des terres a donc une première vocation qui est de renaturer, de pouvoir faire un aménagement non bâti et vert. C'est aussi une vocation de sanctuariser ces endroits, puisqu'il sera très difficile d'y construire après. Ça permet effectivement d'arrêter l'urbanisation et de définir le visage du XXIe siècle des collectivités. Situé à seulement 5 minutes du centre-ville de Moissy-Cramayel, l'espace est devenu lors du premier confinement en 2020 un véritable paradis pour les habitants, contraints à l'époque de rester aux alentours. Voilà un sujet de Mohamed Mezrahi sur la renaturation de la ville de Rouen. On va donc en parler avec vous, Gilles Averroux, Zartosht Bakhtiari et William Allaire, qui est également avec nous, un journaliste travaux publics, bâtiment du Midi. D'abord, messieurs, j'ai envie de vous demander ce que vous en pensez de ce sujet, de cette action de renaturation. Ça passe par le reboisement, rendre la biodiversité plus présente, laisser la nature faire. On l'a vu dans le cimetière par exemple, ça passe par tout un tas d'actions. Évidemment, Gilles Averroux, c'est un facteur d'attractivité maintenant, cet aspect des choses. Complètement, ce qui se fait à Rouen, c'est un très bel exemple de ce qui est en train de se généraliser dans les villes moyennes et les grandes villes de France, les plus urbanisées. Cette volonté de ramener la nature dans le centre des villes, mais pas que, également dans les périphéries, avec, et le maire le dit très bien, une réflexion, et pas simplement des actions ponctuelles, éphémères, je vais dire, mais vraiment une réflexion qui va d'une programmation dans nos documents d'urbanisme, que ce soit nos schémas de cohérence territoriaux, nos plans locaux d'urbanisme intercommunaux, avec ce qu'on appelle les trames vertes et les trames bleues, c'est-à-dire qu'on réfléchit vraiment au couloir écologique pour que, au-delà de la flore, on ait aussi une faune qui puisse se développer, et on aménage désormais des forêts urbaines dans nos zones commerciales, là où on était parti sur un modèle qui était plutôt d'urbanisation avec des boîtes à chaussures, comme vous le connaissez tous, aux entrées de nos villes de France. On a vraiment un changement de philosophie dans les cours d'école, dans les centres-villes, dans nos rues piétonnes qu'on est en train de refaire, où on met des arbres alors qu'on n'imaginait pas pouvoir en planter encore il y a quelques années. Voilà, il y a vraiment un changement de culture et de philosophie qui, je pense, va être durable. Oui, Zartosht Bakhtiari, vous êtes maire de Neuilly-sur-Seine. On entendait cet habitant du Rouen qui disait qu'il n'y a que du béton partout. C'est vrai que la ville, on a envie qu'elle se transforme. C'est une demande des administrés qui vont arriver dans la ville, mais aussi de ceux qui y sont depuis toujours, voir la transformation de leur ville. Complètement, et c'est une évidence. Aujourd'hui, les collectivités peuvent et doivent avoir un rôle essentiel et moteur dans le fait de faire de l'écologie plus qu'un slogan, mais une réalité. Exactement. Et ça passe par plusieurs choses, et notamment, on se doit d'être des collectivités exemplaires, que ce soit dans le type de construction choisi, dans les matériaux utilisés, et aussi dans ce que l'on souhaite promouvoir. Par exemple, je le vois dans ma ville aussi, on a décidé de mettre en œuvre des cours oasis où on désimperméabilise les sols, avec des matériaux qui absorbent l'humidité, qui absorbent l'eau, qui rejettent de l'humidité, qui créent des îlots de fraîcheur, notamment pour lutter contre les grandes chaleurs. Ça passe aussi par la pédagogie, parce qu'il nous faut toutes et tous éveiller les consciences auprès des plus jeunes sur les gestes qui sauvent la planète. Il nous faut aussi être prescripteurs, comme l'a très bien dit Gilles Averroux. On a des normes, le PLU, le PLUI à mettre en œuvre. On a aussi des normes à imposer, que l'on peut imposer. On peut par exemple imposer la plantation d'arbres fruitiers dans les habitations quand il y a des pavillons qui se construisent. On a différents leviers, et notre responsabilité à nous, collectivités, c'est de promouvoir ces actions qui sont très attendues par l'ensemble des habitants. Mais alors, est-ce que vous êtes aidés, messieurs, dans cette action? Parce que ce sont des projets, des chantiers qui vont prendre des années, qui iront certainement au-delà de vos mandats, probablement, dans vos villes, pour cette transformation qui va prendre des années, des décennies. Ce sont des financements qui prennent du temps. Est-ce que vous êtes aidés par des spécialistes qui sont formés à l'écologie, qui sont formés aux normes, par exemple? Alors il y a une vraie question, un vrai sujet là-dessus par rapport à nos équipes, à nos techniciens qui, en fonction de leur âge et de la période à l'école à laquelle on leur a appris le travail, n'ont pas forcément cette perception
c'est vraiment un changement de culture oui, technique. C'est générationnel, hein, quasiment. Il y a un changement de culture chez les élus parce oui. que l'écologie, on l'a fait historiquement par conviction et puis maintenant par obligation et par demande des nouvelles générations. Ouais. Bruno Cavagné le disait ce matin en parlant de son fils de 30 ans qui lui a fait découvrir la voiture électrique et puis tout ce qui va avec. Aujourd'hui, nos jeunes populations, elles sont très demandeuses de ça. Et donc, on a besoin, avec nos techniciens, de faire des séances de formation, de expliquer les nouvelles techniques, de dire quand on refait une rue, on ne la refait pas à l'identique de ce qu'on a toujours fait. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir faire la piste cyclable qui n'est pas une bande cyclable, qui est vraiment une piste cyclable sécurisée. Enfouir les réseaux à l'occasion parce que du coup, il y a tout à repenser, à redessiner. Et c'est vraiment un enjeu, un challenge pour nous. Ouais. William Haller. Est-ce que c'est plus compliqué à gérer? C'est beaucoup plus compliqué à gérer, c'est plus long. Il faut faire preuve de conviction quelquefois parce qu'on a tendance à nous dire non, c'est pas possible. On dit si, il faut essayer de voir les choses différemment. Mais honnêtement, aujourd'hui, nos techniciens, ils ont vraiment envie de ça. Ils ont compris que la tendance, elle était là. Il y a une vraie volonté d'y aller. Voilà. Mais par contre, ça demande plus de temps et tout est beaucoup plus compliqué, plus long et les financements plus lourds aussi. Zartocht Bakhtiari, vous avez mis en place un écoquartier, vous par exemple. C'est qu'une toute petite parcelle d'une renaturation, mais c'est un début. Ça passe, c'est ça. Ce sont des briques. Hein. Exactement, et ça passe, c'est un écoquartier, donc c'est un écoquartier avec plusieurs milliers de constructions de logements à construire, donc c'est quand même relativement conséquent, et notamment en Ile-de-France. Et dans cet écoquartier, on utilise de la géothermie. C'est quoi la géothermie? Alors la géothermie, on va chercher la chaleur au cœur de la Terre pour aller utiliser cette chaleur et la redistribuer plutôt que de la produire autrement. On a une gestion des eaux pluviales qui est différente, avec notamment des noues qui sont organisés avec des plantes phytorémédiatrices qui permettent de filtrer l'eau et de filtrer notamment plus naturellement un peu les choses. On a des matériaux de construction qui sont améliorés. On a une protection des arbres qui est beaucoup plus importante parce que cet écoquartier, notamment de Maison Blanche, se situe dans un quartier qui est boisé. Nous, on est parti du postulat que le patrimoine à conserver, c'est le patrimoine vert. Et donc, on construit en fonction de la nature. Et ce n'est plus à la ville, ce n'est pas à la nature de s'adapter à la ville, mais à la ville de s'adapter à la nature. Et c'est un changement radical de positionnement qui s'impose aussi aux habitants, parce que les habitants veulent du vert, mais c'est contraignant. C'est ça, et c'est cher. Et c'est cher. Donc la géothermie coûte plus cher que de la production classique d'énergie. Donc toutes ces données-là, il faut les intégrer, il faut réfléchir autrement, et effectivement, c'est coûteux. William Haller, vous vouliez intervenir? L'énergie, ça a peut-être changé, là, vu la... Oui, oui effectivement. Gilles Averroux, de votre côté, qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous préparez pour les années à venir dans cette optique de verdir votre ville? Alors clairement, nous on s'est attaqué aux zones périphériques, zones commerciales, zones industrielles, avec une vraie prise en compte de la végétalisation, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Hein. La prise en compte initiale, c'était comment on y accède le plus vite possible, comment on se gare, comment on consomme et comment on repart. Voilà. C'était vraiment, on gérait des flux de voitures. Maintenant, on gère un environnement. Je parlais tout à l'heure des forêts urbaines pour lesquelles on fait des vraies opérations avec les écoles des communes concernées. On les amène pour prendre conscience comment on plante un arbre, comment on l'entretient, comment il va se développer. C'est une question d'éducation, hein, c'est ce qu'on disait. Totalement. En effet, hein. Oui, totalement. Et tout à l'heure, vous nous demandiez si on était conseillé là-dessus. On a un organisme national qui s'appelle le CEREMA, qui régulièrement sort des guides d'aménagement. Tout à l'heure, on parlait de pistes cyclables, de coronapistes. Et bien clairement, le CEREMA, il a sorti un guide de comment aménager au mieux les mobilités douces et les pistes cyclables dans la ville. Voilà, donc il y a un vrai sujet d'actualité. William Haller, vous vouliez intervenir? Une question. La nature en ville, ça veut dire qu'il faut planter. Et quand on plante, qui dit plantation, dit eau. Comment la problématique de l'eau, elle est sous-jacente dans tous ces projets de renaturation. Comment vous le gérez? Alors ça aussi, c'est un sujet notamment pour les villes comme la mienne qui ont un fleurissement et un label de fleurissement. On avait même arrêté, nous, de concourir au village 4 fleurs parce qu'on avait cette problématique du développement durable et de l'arrosage. On a trouvé des systèmes maintenant palliatifs. On a des sortes de jarres ou d'amphores qu'on plante, qu'on insère dans la terre, dans lesquels on met de l'eau, évidemment, qui est répartie progressivement. Il y a tout un système de paillage maintenant qui est devenu systématique. Et notre service Espace Vert, la priorité de la gestion de l'eau, c'est vraiment la priorité numéro 1. C'est aujourd'hui la préoccupation principale. Zartocht Bakhtiari, très rapidement, parce que ça passe très vite quand on parle de ces sujets passionnants. Mais évidemment, vous nous disiez tout à l'heure, les administrés veulent du vert, mais ça coûte cher. Est-ce qu'ils sont prêts à payer sur leurs impôts locaux, par exemple?
A priori oui, et en réalité en allant chercher des financements parce qu'ils existent auprès de la région, auprès de la métropole, on arrive à faire des choses et des choses positives. Je pense qu'il faut réfléchir de manière un peu moins binaire en disant est-ce que ça nous coûte strictement de l'argent ou pas, parce que c'est un cadre de vie aussi pour lequel on est prêt à payer, et je pense qu'aujourd'hui, on l'a bien vu avec le confinement, on est dans un nouveau monde avec des attentes qui sont différentes et véritablement des besoins qui sont tournés vers la nature. Donc je pense que les habitants sont prêts à avoir un peu moins de mètres carrés construits, plus de verdure, plus de végétation. Et nous, notre rôle d'élu aussi, c'est de nous adapter à ces besoins qui changent. Alors moi j'ai 31 ans, nouveau maire, effectivement. Oui, vous êtes jeunes tous les deux, hein, déjà, c'est un avantage. J'ai commencé avec ces attentes-là, mais il faut s'adapter en permanence. Est-ce que ces aménagements, cette renaturation, est-ce que c'est une décision qui est la vôtre, ou est-ce que ce sont les professionnels du bâtiment qui viennent vous voir? Avant, c'était comme ça. Est-ce que la tendance s'inverse un petit peu, peut-être, dans justement ces professionnels qui disent bah là, j'aimerais construire ici, je vous propose ça, ou alors là, aujourd'hui, vous dites non, ma ville, je la vois comme ça, et aujourd'hui, c'est moi qui décide, et vous venez, et si ça vous intéresse, vous restez avec nous. J'ai plutôt l'impression d'être le père Fouettard quand j'ai effectivement des promoteurs qui viennent me voir. Donc après, au bout d'un certain temps, les promoteurs et les professionnels comprennent nos attentes, et à force d'en parler dans la presse ou ailleurs, ils savent que s'ils veulent venir nous voir et nous séduire, il faut avoir pas seulement le discours mais aussi les actes qui vont avec. Mais pour le moment, j'ai l'impression que c'est plutôt à nous, pouvoir public, d'imposer ce que l'on souhaite et de voilà. Gilles Averroux à Châteauroux, vous êtes d'accord? Dans les travaux publics, il y a une évolution vraiment. Oui. Maintenant, les entreprises viennent nous voir pour nous proposer des nouveaux matériaux, en nous disant celui-ci va permettre une meilleure infiltration de l'eau, on sera plus dans une imperméabilisation comme on l'a connu par le passé. Et souvent, c'est aussi un argument, j'allais dire, commercial, et qui peut faire la différence au moment d'attribuer le marché. Et pour sortir un peu du critère totalement prix, ils sont maintenant enclins à nous faire des propositions techniques qui peuvent nous séduire par ce côté environnemental, et ça c'est intéressant. Est-ce que la transformation de vos villes, Gilles Averroux, je vous demande à vous, dépend uniquement de votre ville à vous, ou les communes alentours sont également certainement partie prenante du projet? Maintenant, on n'agit plus tout seul finalement. Non, les réflexions maintenant, elles se font à l'échelle intercommunale, les programmations, elles se font à l'échelle intercommunale. Et puis vous parliez tout à l'heure du coût aussi des opérations, sur le qui dit coût dit financement, subvention. Et nos partenaires sont exigeants. Nous, on a une région qui a des critères maintenant environnementaux très forts. Et donc si on veut avoir une subvention, que ce soit sur du bâtiment ou des travaux publics, il faut rentrer dans des cases environnementales qui deviennent strictes. Donc c'est aussi incitatif. À Neuilly-sur-Marne, comment ça se passe? C'est exactement la même chose. Pareil. Effectivement, il nous faut trouver une cohérence intercommunale. Un corridor vert ne s'arrête pas aux frontières d'une commune, même si elle est très grande. Donc il nous faut vraiment partager les objectifs avec les communes avoisinantes. Mais je pense que cette prise de conscience est commune, et elle traverse les partis politiques comme elle traverse vraiment les villes. Est-ce que... oui, William Haller. Vous avez la main, vous avez un levier immense qui sont les documents d'urbanisme, où vous pouvez imposer des pourcentages de pleine terre dans des projets immobiliers ou dans les projets d'aménagement. Est-ce que c'est un levier que vous utilisez? Alors je pense qu'on n'est pas dans la même configuration. Moi je suis dans un département plus rural où l'enjeu n'est pas le même. L'enjeu n'est pas le même. On a une vigilance particulière effectivement sur l'imperméabilisation, mais on n'est pas aujourd'hui à devoir imposer des choses encore chez nous. Alors moi c'est ce que j'ai fait en arrivant en juin 2020, en ayant été élu à ce moment-là. On a fait une modification du PLU et on est passé de 20% à 50% de pleine terre. Donc c'est considérable à seulement 12 ou 13 km de Paris. William Haller, on peut peut-être rappeler à quelle hauteur ces projets de renaturation, par exemple ces espaces verts qui s'étendent, sont financés par l'État. Quelle aide vient de l'État et puis quelle aide vient des collectivités? Alors ça, c'est plutôt aux élus de répondre, mais effectivement, il y a énormément de bras qui sont mis en place par l'État. Il y a l'ADEME, le CEREMA pour l'ingénierie. Le CEREMA, c'est plutôt le grand bureau d'études de l'ancien ministère de l'Équipement, qui a pris une appellation plus écologique aujourd'hui. Et il y a des primes, alors qui dépendent aussi des régions. Par exemple, moi je viens de la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, monsieur Muselier, le président nous dit. Et lui, il a une région qui a une COP d'avance. Donc vous avez compris, c'est son mantra, et donc tous les maires ou les intercommunalités qui souhaitent avoir l'aide de la région doivent être à l'avant-garde sur le plan écologique. Mais
toutes les régions s'y mettent, on le voit, hein, puisque c'est... Messieurs, rapidement, quelle a été votre expérience? Chez nous, en tout cas en Ile-de-France, la région aide, la métropole aide, et donc c'est vraiment très bénéfique. Et bon, le département en Seine-Saint-Denis traîne un peu, mais voilà. À Châteauroux. Sur les financements, il y a plusieurs systèmes. L'État fait des appels à projets, notamment sur des pistes cyclables, des choses comme ça, où il y aura un taux de financement, par exemple, de 40% et c'est fixe. Dès que vous faites des projets locaux, sinon c'est une discussion avec vos autres partenaires, départements, régions. Et on a signé, c'était une obligation avec le gouvernement actuel, ce qu'on appelle les contrats de relance et de transition écologique, les CRTE, qui listent toutes les opérations qu'on veut conduire. Et il y a des taux d'intervention qui peuvent varier. C'est dans le cadre d'une réflexion, d'une logique globale d'aménagement. Bon, bah, s'il fallait répondre à cette question, les collectivités sont-elles aux manettes? Avec vos exemples, oui, effectivement, on a plutôt l'impression que vous êtes totalement aux manettes. Merci Gilles Averroux, maire de Châteauroux, d'être venu avec nous sur ce plateau. Merci Zartocht Bakhtiari, maire de Neuilly-sur-Marne, d'avoir été avec nous.